Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance 19 en C#. Nous allons voir ensemble comment gérer les erreurs de nos programmes dans ce langage. Et ça fait un peu la transition avec ce qu'on avait vu précédemment, puisque nous avions déclenché une exception et je vous avais dit qu'on allait voir en détail à quoi ça correspondait et comment nous allions gérer tout ça. On va voir deux parties principales pour cette séance. On va d'abord regarder la gestion, on va dire, d'erreurs en amont du programme qu'on va principalement utiliser en phase de développement, en phase de débogage, même si vous allez voir une particularité qui va nous permettre de l'employer également plus tard lorsqu'on est vraiment en mode production. Et ensuite on regardera ce qui concerne véritablement les erreurs à l'exécution du programme. Donc on va faire ça en deux temps, avec deux petits outils qui vont pas mal nous servir. Et comme ça vous aurez bien ces éléments-là en tête pour la suite et vous pourrez les utiliser à votre tour dans vos programmes. La première chose que nous allons faire, ce sont les erreurs que nous allons traiter, comme je vous disais, en amont lorsqu'on est en train de développer notre programme et qui vont servir notamment lors de la phase de développement. Vous voulez écrire une méthode, une partie, une classe, n'importe quoi, et vous voulez par exemple vérifier certaines erreurs de votre programme. Et ce que nous allons utiliser se nomme les assertions, et les assertions ont deux particularités déjà importantes. La première, c'est qu'elles vont vous éviter en majorité de faire de la documentation inutile sur justement cette gestion des erreurs, pour dire par exemple au développeur, à un autre développeur de votre projet ou même vous-même plus tard, attention, il faut utiliser telle méthode avec tel type de valeur ou tel écart, on va dire telle fourchette de valeur, et ça va permettre évidemment d'éviter justement de faire appel à des méthodes ou d'utiliser des méthodes avec des valeurs qui sont incorrectes, qui ne sont pas valides. Alors on va montrer un exemple très simple, d'accord, très simple. Je veux passer par une méthode, alors je vais utiliser une méthode ici, on va faire quelque chose bien sûr de très standard pour que vous compreniez un peu le principe, qui afficherait par exemple un nombre, ou même on va dire positive number. Voilà, je vais afficher donc un nombre positif, donc là par exemple je vais lui passer en argument 15, et dans cette méthode, je reprends le nombre ici, voilà, on doit vérifier ça. On est d'accord que cette méthode est censée afficher un nombre positif parce que c'est tel qu'on le choisit, donc le n ici doit tout simplement ne pas être inférieur à 0. En temps normal, on ferait une petite documentation à ce niveau-là, on ferait une documentation de notre méthode pour dire, voilà, pour préciser en fait que le paramètre ici n doit être positif, voilà, on documenterait ça, et on n'aurait pas pour autant une gestion d'erreur qui serait faite ici. On pourrait ensuite traiter cette erreur avec une simple condition, en faisant simplement ça, si n est plus petit, strictement à 0, afficher un message d'erreur, quitter le programme, ou refaire autre chose, quitter simplement la fonction, bref, on doit traiter ça directement. Alors là, ce n'est pas une information, comme vous le voyez, qui va provenir par exemple de l'utilisateur final, d'accord ? C'est pas l'utilisateur du programme qui va entrer cette valeur, elle est écrite directement dans le code. Donc dans la mesure où ce n'est pas une information que l'on n'a pas à l'avance, parce qu'ici nous l'avons à l'avance, nous l'avons lors de la phase de développement, et cette gestion d'erreur doit être faite en amont avec les assertions. Alors pour ça, vous allez inclure la directive using, diagnostic avec un S puisque c'est au pluriel, et on va utiliser pour cela les assertions, donc une méthode. On aura une méthode toute simple qu'on va voir ici pour le faire. Alors il y a d'autres outils, mais nous on va se contenter de ces principaux-là qui permettent de toute façon de traiter un peu tous les types d'assertions qu'on veut, puisqu'on va pouvoir en fait englober la condition que nous voulons vérifier et bien directement au sein d'une assertion. Pour cela, à partir de debug.assert. Ici, vous devez donc vérifier une condition, au minimum, c'est la condition obligatoire pour une assertion, parce que vous ne pouvez pas laisser un appel à assert de cette manière. Il faut obligatoirement écrire une condition. Par exemple, est-ce que n est supérieur à 0 ? Et voilà comment que ça va se passer. Si l'assertion est vraie, alors ça je le dis parce que ça peut être souvent confus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des conditions, donc je vais bien préciser. En fait, vous écrivez donc une expression, une condition. Si elle est vraie, l'assertion est vraie. Et si l'assertion est vraie, il n'y a pas d'erreur de déclencher. D'accord ? Il faut le comprendre comme ça. Ce qui pourrait être un peu déroutant, parce qu'on pourrait penser que s'il y a une assertion, en fait, eh bien c'est bon, c'est déclenché. Donc le mot assertion, il n'est pas choisi au hasard. C'est vraiment ce que ça veut dire. Si l'assertion est vraie, eh bien il n'y a pas de raison de déclencher l'erreur, puisque ici la donnée est validée. D'accord ? Donc nous, l'assertion est vraie. L'assertion qu'on veut vérifier, c'est que n soit strictement supérieur à 0. Même, on peut dire supérieur ou égal pour considérer que le 0 est positif, puisque c'est la ligne finalement entre les valeurs positives et les valeurs négatives. Donc tant que c'est ça, ça passe. D'accord ? Et après, on affichera directement, parce qu'on se contentait juste de ça. Voilà. On va faire
petite compilation. Hop, alors je vois par contre j'avais déplacé mon terminal là. Et l'exécution du programme. Et là, on va pouvoir afficher la valeur sans problème. Si je passe une valeur négative, comme -1, on retente une compilation et une exécution. Et là, vous voyez qu'on a le programme qui se termine en disant donc processus terminé, une assertion a échoué, d'accord? L'assertion n'a pas été validée. Donc à ce moment-là, ça entraîne une erreur et le programme s'arrête, en l'occurrence ici. Donc là, on est en phase vraiment de debug. De toute façon, je vous avais expliqué au début du cours, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, quand on fait un .NET Build, la commande .NET Build ou .NET Run qui fait une .NET Build avant, on est en fait en mode débogage. C'est-à-dire que ça va produire un programme qui est en fait un exécutable lié au développement. D'accord? C'est ce que vous faites en phase de développement. Et à la fin, on produit un programme pour la distribution qu'on dit donc à un mode release. D'accord? Donc on verra comment on peut produire un exécutable en mode release juste après, parce que ça va nous concerner d'autant plus par rapport aux assertions. Donc là, voilà, vous pouvez vérifier une partie, et comme ça, voilà, vous avez toute l'information qui est là. Là, vous garantissez que l'usage de cette méthode, ici, eh bien, va garantir qu'une fois qu'on a passé cette assertion, donc le programme n'a pas quitté, eh bien, forcément, ici, on est sûr d'afficher quelque chose de positif. Donc, c'est valide avec ce qu'on veut. Alors, un exemple qui est pris plus souvent, c'est notamment la division par 0. Vous savez que mathématiquement, on ne peut pas diviser par 0, donc souvent, on fait une assertion pour garantir que le dénominateur, donc d'une division, sera en fait, ne sera pas égal à 0, d'accord? Pour garantir en fait qu'on n'ait pas une division qui est incorrecte. Donc on peut utiliser les assertions dans ce cas-là. Et encore une fois, je rappelle, c'est en amont, c'est ce qui est fait en phase de développement. Si c'est une information que vous n'avez pas à l'avance, que vous aurez donc seulement à l'exécution du programme, c'est-à-dire par l'utilisateur final, bien évidemment, vous gérez les erreurs autrement, et on va voir comment on le fait notamment après. Donc là, il n'y a pas de problème, les assertions, c'est vraiment en amont. L'avantage de ça, puisque vous l'avez remarqué, les assertions vont rajouter évidemment du code, donc ça va avoir une empreinte mémoire un peu plus importante au niveau de vos programmes, c'est que vous pouvez en fait faire en sorte que ces assertions, que vous vérifiez en fait, soient ignorées à la compilation quand vous voulez justement distribuer le programme. Et nous allons compiler ça d'une certaine manière. Donc là, vous aviez vu que si je testais, je vais le refaire à nouveau, le programme automatiquement, l'assertion n'est pas valide, donc le programme s'arrête. D'accord? On a un traçage en fait de tout en fait les différents fichiers jusqu'à où ça a planté. Donc on a la pile en fait d'appel, la pile d'exécution qui nous montre un petit peu tout le cheminement jusqu'à l'assertion qui n'a pas été validée. Et admettons que je veuille compiler cette fois-ci pour le programme final, c'est-à-dire que je sais que là j'ai passé les bonnes valeurs, etc. Ou alors simplement ignorer. On peut automatiquement faire en sorte que toutes les assertions qui ont été faites en mode debug, puisque c'est pour ça que ça commence ici par debug, soient ignorées pour la version finale du programme. Dans ce cas-là, si vous voulez compiler vers cette version sans devoir changer les paramètres de votre fichier de configuration, vous faites .NET Run et vous utilisez l'argument "-c", ou comme toujours, si vous mettez un double tiret, c'est un mot complet généralement, comme ceci, et vous marquez Release. Et là, vous allez produire l'exécutable en mode Release. Donc si je vais dans mon répertoire, dans les binaires, ça c'est ce qu'on a par défaut, la commande par défaut, d'accord? Donc on retrouve tout là-dedans. Et là, vous avez le mode Release qui est ici, d'accord? C'est la version, en fait, c'est là que vous distribuerez, oui, normalement, à l'utilisateur final. Donc à partir de là, vous voyez que j'ai testé le programme, il m'a affiché -1, il n'a pas pris en compte tout ça, et ça marche. Donc évidemment, comment on fait? Eh bien, encore une fois, on teste en mode debug, donc on est en mode comme ça, on teste notre programme. Là, le développeur ou un autre développeur se rend compte qu'il y a une assertion qui a échoué, donc il y a une valeur qui a été passée dans le code qui n'est pas bonne. Il va donc corriger son code, va voir que là, oui c'est pas bon, il a passé une valeur négative, donc il va passer une valeur positive. Voilà, il reteste son programme en mode debug. On voit qu'aucune assertion, d'accord, n'a échoué, toutes les assertions ont été validées, et à ce moment-là, il peut produire le programme final. Les assertions vont être ignorées, parce qu'elles n'ont plus raison d'être vérifiées, parce que le programme en amont, en mode debug, a été testé, et aucune assertion n'a échoué. Donc là, on va ignorer ça, et comme ça, elles ne vont pas venir s'ajouter, si vous voulez, au programme final. D'accord? Comme si, en fait, tous ces bouts de code n'existaient plus. Donc cela va être complètement ignoré. Donc c'est un gros avantage par rapport à ce qu'on va faire ici au niveau des assertions. Voilà. Si vous voulez des assertions qui sont traitées aussi bien en mode débogage qu'en mode final, donc en mode release finalement, vous avez un autre type d'assertion qui va être trace. Donc là, on va pas faire de distinction. Et vous allez avoir ce mode-là. Alors je pense qu'on peut montrer les deux. On va faire en mode comme ça. Alors attendez, il faut que je reproduise quand même l'erreur, sinon ça va évidemment pas se voir. Donc là, mode debug, par défaut, on voit que l'assertion a échoué et tout est indiqué. Si je compile en mode release, vous allez obtenir la même chose. Donc dans certains cas, on peut avoir besoin également de faire des assertions, d'accord, d'utiliser cette méthode-là, même en mode release. Donc si vous voulez le faire et que ce ne soit pas ignoré dans les deux cas, utilisez plutôt
voilà, la méthode assert depuis trace. Comme ça, vous aurez un mode qui fonctionne dans les deux cas. D'accord, enfin, une méthode qui fonctionne dans les deux modes plutôt, pour être exact. Voilà, donc tout ce qu'à retenir, c'est debug.assert dans le mode débogage seulement, trace.assert pour les deux, et après ici vous vérifiez la condition que vous voulez bien sûr valider. Vous pouvez également indiquer d'autres arguments, il y en a deux qui sont facultatifs derrière, qui seront renvoyés. Vous pouvez indiquer un message court par exemple en deuxième argument, donc ici n doit être positif par exemple, ou alors vous pouvez simplement indiquer n doit être supérieur à 0, et après on peut mettre effectivement un message plus long. N doit être plutôt supérieur ou égal à 0, et là si je vous remontre ce que ça donne, alors on va remettre en debug sinon nous ne verrons pas le message. Hop. Et ça rajoute quelques informations, donc bien sûr c'est plus pratique d'avoir l'information, surtout pour la correction après de ce petit bug que nous avons. Donc, comme ça nous pouvons traiter tout ça. Voilà pour ce qui est à faire en amont. J'irai pas plus loin que ça, vous avez largement ce qu'il faut déjà pour faire. Pour ceux qui seraient éventuellement, qui se poseraient la question par rapport au système de log, hein, le fait d'enregistrer dans des fichiers des messages d'erreur, tout ça, ça fera office d'une autre vidéo. Là je mélange pas ça ici. Donc s'il y a des gens qui avaient pensé en disant bah tiens, ça aurait été bien de parler de ça, c'est prévu, mais ce sera fait à part, donc sûrement d'ailleurs dans un tutoriel, puisqu'on peut bien s'en passer dans ce genre de cas. Et là je voulais surtout insister sur la gestion d'erreurs, donc ici en amont avec les assertions, et pour la deuxième partie de cette vidéo, ce que nous allons voir tout de suite, les exceptions. Et là, ça va évidemment entrer dans le cadre de la gestion d'erreurs qui est faite à l'exécution cette fois. Alors, on va enlever tout, sans plus besoin maintenant qu'on a vu les assertions. Je vais enlever directement cette méthode aussi, on verra si on réécrit quelque chose. Donc là, nous allons parler des erreurs qui peuvent intervenir, qui peuvent en tout cas être déclenchées lors de l'exécution de notre programme. Prenons par exemple une information issue de l'utilisateur, parce que c'est une information qu'on ne peut pas, en tout cas, avoir en avance, c'est-à-dire au moment où on écrit le code, on l'aura évidemment à l'exécution, et c'est une information qu'on va devoir contrôler, puisqu'elle provient de l'utilisateur, rien ne nous garantit bien sûr que nous aurons l'information voulue. Alors si je reprenais l'exemple de tout à l'heure avec la valeur positive, on pourrait par exemple demander à la personne de saisir le nombre, et après de contrôler par rapport à ce que nous avons, et dans ce cas-là, on n'utilisera pas une assertion, en tout cas dans ce cas précis, puisque là ce n'est pas une erreur du programmeur en lui-même, mais de l'utilisateur final par rapport à ce que nous voulons contrôler. Alors pour ça, on va prendre déjà un exemple très simple, on va faire justement une saisie d'un nombre, donc je vais déjà marquer un petit texte quand même, saisir un entier. Voilà, et ensuite, je vais récupérer dans ce nombre le résultat de ma saisie. Donc ce sera console.readline, d'accord. Et tout ça, bien sûr, je vais le convertir directement en valeur, donc en entier, puisque vous savez qu'ici, ça nous renvoie une chaîne de caractères et ce n'est pas ce que je veux, je le mets dans un entier. Alors, je vais faire convert.toInt32, ça suffira. On va faire ça. Donc je sais plus, j'ai un doute sur le fait que j'avais déjà montré cette méthode dans une précédente vidéo. Bon, si c'est pas le cas, vous voyez un petit peu, c'est des méthodes de conversion issues de convert. Vous avez un exemple là, et de toute façon vous pourrez le réutiliser. Mais c'est vraiment pour l'exemple, donc j'ai pas besoin de vous le détailler ici. Donc cette méthode va faire la conversion de ce qui est passé évidemment en argument en entier, puisqu'on veut pouvoir le mémoriser dans une variable qui est de type entier, et à partir de là récupérer l'information. Donc je vais faire ça, et ensuite bien sûr le but c'est de pouvoir afficher le nombre saisi. Number et pas number, je ne sais pas trop ce que c'était marqué. Voilà, on va tester. Voir si j'ai pas fait d'erreur, par contre il faudra peut-être faire des... Non. Ah, attendez. Ça ira bien. Il faudra que j'enlève le retour aligné, c'est pas grave. Donc ici, si je fais ça, il n'y a pas de problème. Si je réexécute le programme cette fois-ci, je note quelque chose qui ne peut pas être converti sous forme d'entier, on va avoir une exception qui a été déclenchée. Donc là, je vous montre un exemple où on a une exception qui est produite directement à l'exécution, c'est-à-dire qu'on n'a pas en fait déclenché nous-mêmes, mais qui est déclenchée par l'exécution du programme. En effet, ici, on a une méthode qui est censée convertir une information sous forme d'entier, et si elle ne le peut pas, le langage utilise comme gestion des erreurs les exceptions, comme tous les langages qui sont un peu plus modernes qu'un langage comme le C, par exemple, qui lui n'a pas ce genre de système-là. Les exceptions nous permettent en fait de vérifier tout ça, c'est-à-dire de déclencher, plutôt que de passer par exemple des codes d'erreur, des codes de retour,
d'utiliser un système qui va déclencher un type d'exception, donc on prend un type d'erreur ici, en fonction de ce qu'il s'est produit. Donc généralement vous aurez un nom de ce style, par exemple format est suivi du mot exception, en tout cas en C#, c'est pas le cas bien sûr de tous les langages de programmation, ou d'autres termes en fonction. Là par exemple on voit qu'on a une throw overflow format exception aussi qui est possible. Voilà, vous allez toujours retrouver ça avec le mot exception, et pour ceux qui ont fait un peu d'héritage et qui comprennent, évidemment on en a parlé, tout est issu de la classe exception. Donc on a une classe générale qui est exception et ensuite on a plein de sous-classes en fonction d'un type d'exception plus spécialisé qui hérite de tout ça. Donc les exceptions, ici il y en a une qui est déclenchée et le message d'erreur indique qu'elle n'a pas en fait été traitée, elle n'a pas été gérée ou, pour employer d'autres termes, elle n'a pas été capturée. Une exception qui n'est pas capturée est un problème. Déjà, bon, elle interrompt le programme, et ça de toute façon c'est ce qu'on voulait parce qu'il n'y aurait pas de sens finalement ici d'afficher une valeur qui n'est pas un nombre puisqu'on veut absolument un nombre. Donc on a une exception qui est déclenchée, le programme s'interrompt et nous indique en plus nous ne l'avons pas à gérer. Il faut éviter ce genre de comportement, en tout cas ce genre de résultat par défaut, et de gérer systématiquement toute exception qui peut survenir. La règle à adopter, déjà, bon, c'est de travailler avec une documentation, ça toujours, mais je ne vais pas le redire à chaque fois, pour savoir un petit peu les différentes fonctionnalités que nous avons, donc les différents objets, différentes classes et différentes méthodes que nous manipulons, de savoir ce qu'elles peuvent déclencher. Généralement, dans une documentation qui est suffisamment fournie et bien détaillée, elle vous indiquera par exemple que cette méthode peut déclencher tel type d'exception bien précis en fonction de telle information qui a été donnée. Là, en l'occurrence, on va nous indiquer qu'on a une exception format exception, donc ça c'est le nom vraiment précis, en indiquant input string was not in a correct format. Donc la chaîne qui a été mise en entrée n'est pas dans un format correct à accueillir pour faire une conversion sous forme d'entier, justement. Donc la conversion n'est pas possible. Ici, nous devons capturer cette exception et pour le faire, nous allons découvrir ensemble un autre bloc de code que vous connaissez très certainement si vous programmez déjà dans d'autres langages de programmation, en tout cas du même niveau que C#, et sinon, ce sera quelque chose de nouveau. Le calcul qui est dit sensible, donc qui peut déclencher une exception, vous allez prendre l'habitude de le mettre dans un bloc try, pour dire en fait que nous essayons de réaliser une certaine instruction. Je vais faire ça. Alors là, je peux garder int, je vais le laisser comme ça, on va le créer avant, à la rigueur. Par défaut, même si de toute façon il est déjà initialisé par défaut par C#, on va le mettre à 0. On va laisser number comme ça. Donc on tente de faire ça. Et si une exception doit être déclenchée, on va la capturer et on utilise pour cela justement ce bloc catch. Et entre parenthèses, vous allez préciser en argument le type d'exception. Si vous voulez capturer la totalité des exceptions qui peuvent être déclenchées par ce que vous avez dans ce bloc try, vous mettez directement le type principal, le type le plus global, le plus en haut finalement, qui est exception. C'est la classe principale. Et vous pouvez d'ailleurs capturer ensuite cet objet dans une variable que vous nommez comme vous voulez. Moi je peux la nommer E. Et l'avantage après, c'est qu'on peut tout bêtement, puisqu'on a la méthode toString qui est redéfinie pour cette classe-là bien évidemment, afficher tout simplement le message. Alors ça on va le laisser pour le moment, on va le mettre là-dedans aussi, parce que pareil, aucun intérêt d'afficher un nombre si ce n'est pas un. Voilà. Donc comprendre que on essaye de convertir, de faire une saisie et de la convertir en entier et ensuite d'afficher cet entier. Sinon, une exception a forcément été déclenchée et on affiche le message de l'exception. Donc on l'affiche directement. On va tester et vous voyez un petit peu déjà ce que ça change. Donc je vais taper ça. On ne change pas, vous voyez à l'exécution ce qui se passe dans le bon scénario, on va dire. Et en cas de mauvais scénario, nous avons ça qui revient directement. Donc là, on n'a pas de changement. On pourrait penser que l'information n'est pas traitée. Elle l'est pour autant, parce qu'on a fait un try-catch. Sauf que au niveau visuel, en tout cas au niveau du résultat, vous ne voyez pas de différence. Puisque l'affichage même de l'exception, c'est directement en fait toutes les informations que nous avons. D'accord ? Alors, dans certains cas, le déclenchement d'une exception peut valoir à l'arrêt du programme. Systématique, on peut dire le programme s'arrête parce qu'il n'y a aucun intérêt à le continuer, parce qu'il nous manque une information et quelque chose qui est corrompu, quelque chose est incorrect. Là, on pourrait simplement se contenter de dire que la saisie n'est pas bonne, d'accord ? Donc par exemple de faire un console.writLine, et pourquoi pas de continuer l'exécution, mais là, on va se rester sur ce genre d'exemple. Donc saisie incorrecte. Et on va pouvoir directement ensuite relancer le programme. Alors, et déclarer n'est pas utilisé, oui, donc du coup ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Hop. Donc je vais taper n'importe quoi. Voilà. Vous avez comme ça un message DJ qui est beaucoup plus explicite. On masque en fait
à l'utilisateur final les messages d'erreur, ça ne le concerne pas, mais on lui indique un message beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite pour savoir pourquoi le programme en fait a une erreur, pourquoi éventuellement il a dû s'arrêter. Voilà, on indique ça clairement et on a géré l'exception qui a pu être levée. Là, comme on avait une exception, vous l'avez vu tout à l'heure, qui était bien particulière, on peut éventuellement, alors c'était une format exception, si je ne me trompe pas, on peut capturer l'exception bien précise que nous avons. D'accord ? On va faire ça, on remet ça. Voilà. Ici, ça ne capturera, en fait, que ce bloc capturera seulement ce type d'exception survenu dans ce bloc try. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement enchaîner d'autres codes qui pourraient éventuellement déclencher d'autres types d'exceptions et cumuler les types d'exceptions. Par exemple, ici on aurait autre chose, une zero division error par exemple, une exception qu'on pourrait gérer là. Donc je ne vais pas mettre le nom ici, mais on aurait par exemple division, donc exception en fait division par 0. Voilà. Vous pourriez indiquer le type en fait directement là, d'accord, et gérer chacun en fait différemment. Alors, par contre c'est bizarre que mon éditeur mette pas le, c'est pas grave, il aurait pu même mettre le commentaire. Et vous gérez en fait les différents types d'exceptions que vous voulez. Alors tout à l'heure je crois qu'on avait d'ailleurs un autre modèle éventuellement. Après ce qu'on peut s'amuser à faire aussi c'est ça. On va déclencher directement l'exception par 0. Alors là évidemment ça n'a pas de... Le code en lui-même n'a pas de sens, hein, il n'a pas de raison d'être. Ah, il manque un... Oui, c'est parce que j'ai laissé un catch tout seul. C'est le problème quand on fait deux choses en même temps. Voilà, on va pas aller trop vite. Et là, vous voyez, division par 0 constante. Alors là, le problème, c'est qu'il veut directement empêcher de ça. Mais moi, je voudrais qu'il me lève directement l'exception. Bon, on l'aura pas là directement, on va avoir une erreur en amont. On peut prendre autre chose, sinon le faire convertir en un autre... Parce que là, on va avoir un format, il faudrait avoir un autre exemple avec les tableaux. En gros, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le déclencher plusieurs types d'exceptions différents. Donc là, c'est ce type-là précisément. Et ensuite, vous pouvez cumuler avec un autre catch. En disant là, vous aurez autre chose, d'accord, un autre type d'exception, etc., etc. Dans tous les cas, il est bien, si en tout cas vous ne savez pas par avance ce qu'il peut y avoir ici, enfin si vous avez plusieurs types d'exceptions possibles, vous pouvez terminer par le bloc principal qui est celui-ci, qui sera en fait capturé. Donc il capturera toutes les exceptions qui n'ont pas été capturées avant. D'accord ? Donc le exception tout court, hein, donc qui est la classe globale, doit toujours être mis en dernier. D'accord ? Ça n'a pas de sens de le mettre avant. Parce que si vous le mettez en premier, vous rentrerez toujours dans ce catch-là et jamais dans ceux d'après. Donc les cas les plus spécifiques doivent être mis avant. Et ensuite, si vous voulez vraiment vous assurer de toujours capturer une exception quelle qu'elle soit, de terminer par un bloc catch exception. Après, si vous avez la certitude qu'il n'y a jamais d'autres exceptions déclenchées ou déclenchables dans le try que celles que vous avez notées là, vous pouvez vous contenter de ça. Si vous savez qu'on ne tombera jamais ici, on peut évidemment se contenter de ça. Mais encore une fois, on peut avoir des exceptions globales, donc on peut voir à ce niveau-là. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un bloc try. Vous avez pour un bloc try la possibilité d'avoir plusieurs blocs catch, éventuellement le dernier qui termine par un catch exception, plus global. Et vous pouvez également avoir un dernier bloc optionnel, mais qu'on peut indiquer aussi, qui est finally, et non pas avec des crochets, mais des accolades, qui est le bloc, lui, où le code indiqué sera exécuté, peu importe le scénario qui se passe. C'est-à-dire, si le code dans le try n'a déclenché aucune exception, le code dans le bloc finally sera exécuté. Si une exception a été déclenchée, le code ici sera également exécuté. Donc là, je suis affiché dans tous les cas. Je vais enlever ça, on n'a pas besoin ici. Donc là, je saisis un nom correct, le message est affiché. Je mets un simple message, et là, le message est affiché aussi. Donc ça peut servir pour les ressources. Quand par exemple vous avez ici alloué des ressources dans le try, vous avez besoin de les libérer quoi qu'il se passe, parce que même si le programme plante après, vous avez quand même alloué des ressources qui doivent être libérées. Par exemple, je pense à la fermeture d'un fichier qui a été ouvert précédemment. Et vous allez faire l'ouverture de votre fichier, la lecture. Peut-être que la lecture a déclenché une exception, donc ça va être capturé là-dedans, mais vous devez quand même fermer le fichier qui a été précédemment ouvert, donc vous le ferez dans le bloc finally. Voilà un petit peu comment que ça se passe, pour voir un petit peu cette structure au niveau des exceptions. Donc ça, c'est le genre de structure qu'on trouve un peu partout. Généralement, dans plein de langages, c'est toujours un bloc try-catch, finally dans certains cas, et des fois même d'autres blocs. En Python, on a un peu le même mode, sauf que catch, ils ont remplacé par le terme except, pour exception. Voilà, donc vous retrouvez tous les langages qui proposent les fonctionnalités des exceptions. Vous retrouvez toujours un peu ce même modèle, et vous pouvez comme ça les gérer directement.
Donc pas compliqué hein, à gérer. Maintenant, pour terminer cette petite séance, ce qui est intéressant aussi, bien sûr, c'est que vous allez pouvoir, et c'est ça que vous avez vu hein, comme intérêt également de l'héritage, de tout ce système-là, de pouvoir étendre en fait les fonctionnalités que vous avez déjà, y compris d'un code que vous n'avez pas fait vous-même. C'est-à-dire que rien ne vous empêche de fabriquer une classe, d'accord, qui va étendre la classe exception. Donc par exemple ici programme, je pourrais dire que c'est un type d'exception, et je pourrais très bien faire ceci. Dire voilà que c'est une classe, c'est une exception particulière qui hérite de l'exception globale, et vous pourriez comme ça créer un type d'exception propre à votre application. Si vous avez besoin par exemple d'avoir une exception pour un inventaire vide dans un jeu vidéo, ou pour un pseudonyme qui est incorrect pour un chat de discussion, ou pour un message même simplement qui contient des termes injurieux dans un chat, mettons, bref, un type d'exception particulier qui ne peut pas être disponible par défaut dans le langage, vous pouvez bien évidemment créer votre propre classe d'exception. Ça évidemment ça marche, on peut faire de l'extension de fonctionnalités, c'est tout l'intérêt de la programmation ici objet. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du code que vous écrivez, vous pourrez déclencher vous-même un type d'exception. Parce qu'on se doute bien que si vous avez créé votre propre type d'exception, le langage ne va pas être capable de déclencher ce type d'exception. Il n'y a rien dans le langage C# ou dans le code qui a été écrit va déclencher le type d'exception que vous venez tout juste vous de créer de votre côté. Mais vous, en tant que développeur de cette exception, vous pouvez à tout moment faire un throw new suivi de l'exception que vous avez créée. Voilà. Et pourquoi pas le message de l'exception directement en argument. Donc là vous indiquez le message. À partir de là, donc par exemple, je fais un try ici, j'ai un certain code à exécuter avec, admettons, une condition, et si la condition est vraie, ça déclenche la fameuse exception. Vous pourrez la capturer, d'accord? Donc le type d'exception que vous aurez créé comme classe, alors toujours pareil, pourquoi pas avec une variable, et etc. Et traiter ça comme si c'était une exception directement native du langage. Donc c'est là tout l'intérêt, encore une fois, tout ce que vous avez vu précédemment comme concept de la programmation objet, les classes, etc., l'héritage, les interfaces, tout ce que nous avons pu voir en fait, va vous servir pour la suite, puisque vous pouvez créer vos propres modèles d'exception qui héritent de l'exception globale, et ensuite bien sûr traiter ces différentes exceptions là au sein de votre programme. Donc c'est tout l'intérêt qu'on peut avoir avec ce genre de fonctionnalité. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, sur ce que je voulais vous détailler en tout cas. Donc ce qui est important à retenir sur cette vidéo, si je puis dire, ce sont les assertions à utiliser en amont. Principalement, vous avez vu pour la phase de développement, la phase de débogage. Après, vous pouvez produire une compilation en mode de distribution où là, les assertions seront ignorées directement du code, donc ne seront pas ajoutées finalement, donc il y aura une empreinte mémoire moins importante. Donc, ça ne va pas alourdir en fait votre programme à la fin, parce que les assertions seront ignorées. Comme ça, vous avez en amont toutes les vérifications à faire au niveau du code, de ce qui est vérifiable pendant la phase de développement. Et après, pour tout ce qui est gestion d'erreur au moment de l'exécution, notamment pour le traitement et le contrôle des données de l'utilisateur final, vous utiliserez principalement les exceptions qui vont être en fait tout le système de gestion des différentes erreurs de votre programme. Et pensez, très important pour terminer, quand vous utilisez des méthodes, des classes, tout un tas de fonctionnalités du langage que vous utilisez, à toujours vérifier au niveau de la documentation, parce qu'on n'a pas à le deviner, hein, c'est pas quelque chose qu'on devine ou qu'on fait au pif, à regarder la documentation et vérifier les types d'exceptions que peuvent déclencher chaque fonctionnalité, chaque outil dont vous vous servez, et ensuite de pouvoir traiter et gérer ces différents types d'exceptions avec ce que vous voulez faire bien sûr au sein de vos programmes. Très important, si vous prenez ces automatismes-là, ça se passera très bien et on n'aura pas normalement de programme où vous aurez des exceptions qui sont déclenchées, qui se baladent un peu n'importe comment, les programmes qui s'interrompent sans que rien ne soit géré ou que des ressources ne soient pas libérées. Donc évitez ce genre de résultat-là, ce genre d'effet-là, et gérer en amont bien sûr toutes vos erreurs au niveau de vos programmes écrits en C#. S'il y a des questions, n'hésitez pas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On aura d'autres choses à voir, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a pour la suite, parce qu'il y a pas mal d'éléments encore à voir, on doit continuer, on va peut-être faire un petit chapitre sur les chaînes de caractères, je pense que ça va être le temps de parler des chaînes de caractères, donc ce sera peut-être la prochaine vidéo, si ce n'est pas ça, c'est que c'est prévu pour plus tard dans tous les cas, mais moi je vous dis à bientôt pour la suite, et encore une fois, continuez de vous entraîner, continuez de vous exercer, de mettre tout ça en pratique, c'est important. Ce que je vous montre en vidéo, c'est vraiment le strict minimum au niveau des exemples. Je reste sur des exemples les plus simples et les plus clairs possibles. Mais c'est à vous ensuite de faire l'effort et de faire ces exercices pour vous perfectionner, de mettre ça en pratique et de bien comprendre et assimiler tout ce que vous êtes en train d'apprendre. A bientôt pour la suite en C#. Ciao tout le monde.